qu'on ne s'occupe que d'horaires, en disant de telle heure à telle heure, etc., sans se préoccuper du reste. Donc ça fait une trentaine d'années maintenant que je fais des projets d'aménagement des temps de l'enfant, ce qui nécessite que tout le monde travaille de manière partenaire autour de cet aménagement des temps de l'enfant. Et ça, c'est pas non plus venu par hasard, c'est parce que dans les années 70, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'avais lu 2 bouquins qui avaient été publiés à l'époque. Le premier, c'est celui d'un chronobiologiste qui aujourd'hui vit toujours, qui est un très vieux monsieur, mais qui est un des pères de la chronobiologie française. C'est-à-dire qu'il avait participé aux expériences hors du temps qui ont validé l'existence des rythmes biologiques. Ce monsieur s'appelle Alain Reinberg et il avait publié à l'époque un livre intitulé « Des rythmes biologiques à la chronobiologie ». Et dans ce livre, il a toute une partie consacrée à l'enfant et il dit en gros dans cette partie à quel point il est important de respecter les rythmes biologiques des enfants. Mais il dit quelque chose qui a toujours été important pour moi, mais pour bien les respecter, il faut d'abord bien les connaître. Or, si depuis 4 ans, j'en suis à mon 3e Tour de France, c'est parce que je sais qu'on ne connaît pas bien les rythmes biologiques des enfants et que finalement on fait des aménagements sans connaître les rythmes biologiques des enfants. Et des aménagements forcément qui ne vont pas forcément dans le sens du respect de ces rythmes biologiques. Donc ça, c'était le premier livre. Et puis le deuxième, c'est celui d'un pédiatre qui lui est décédé il y a quelques années, qui s'appelait Guy Vermeil, et qui avait à l'époque publié un livre intitulé « La fatigue à l'école ». Et dans ce livre, il met en évidence toutes les causes de fatigue des enfants qu'il reçoit dans son cabinet de pédiatre. Et en 2001, il participe à un congrès au cours duquel il fait une conférence, et les personnes présentes l'interrogent en lui disant « Mais votre bouquin, il a toujours autant d'importance en 2001 ?» Et bien sûr que Guy Vermeil avait répondu par l'affirmative en disant « Bah oui, il a toujours autant d'importance, d'autant plus, disait-il, que j'ai beaucoup plus d'enfants en 2001 qui viennent me consulter pour de la fatigue que je n'en avais dans les années 70. Mais, dit-il, si je réécrivais ce livre, je l'intitulerais plus La fatigue à l'école, je l'intitulerais La fatigue de l'enfant. » Et en fait, ce qu'il exprimait à travers cette idée-là, c'est le fait qu'on se trompe en pensant que l'école est la seule source de fatigue de l'enfant, que la fatigue de l'enfant, elle est multicause, elle est multisource, et si on ne s'attaque pas en même temps à l'ensemble des causes de fatigue de l'enfant, quoi que l'on fasse, on aura toujours des enfants fatigués. Ça, c'est une évidence. Donc ces livres, ils étaient parus dans les années 70. Donc moi, je me suis toujours appuyée sur ces bouquins-là, et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais commencé un projet éducatif, jamais, depuis le début des années 80, sans d'abord donner un socle commun de connaissances à tous les partenaires qui allaient participer au projet sur les rythmes biologiques des enfants. C'était le fondement même pour moi du projet, et c'était important que tous aient le même niveau de connaissance par rapport à ça. Alors c'est donc ce que je vais essayer de vous apporter ce matin, et puis vous verrez à quel point ça s'intrigue bien dans le questionnement qu'on a autour de cet aménagement des temps de l'enfant et par rapport à un projet éducatif qui concerne tout le monde. Et évidemment, je serai tout à vous pour toutes les questions que vous voulez me poser, mais je crois que c'est important de passer par cette délivrance d'informations-là. Alors, les rythmes biologiques, qu'est-ce que c'est ? C'est une propriété de la vie, les rythmes biologiques. Tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, possèdent des rythmes biologiques. Tous les êtres vivants. Toutes les plantes possèdent des rythmes biologiques. Les algues unicellulaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une seule cellule, possèdent des rythmes biologiques. Donc c'est une propriété de la vie, c'est pour ça qu'ils sont aussi importants et qu'ils sont aussi importants à connaître. Et quand je dis connaître, c'est par tous, puisque moi-même je travaille dans les écoles, avec les enfants, dès la maternelle et jusqu'au lycée professionnel, pour apprendre aux enfants à connaître leur propre rythme biologique et à les respecter. Ces rythmes biologiques, ils sont génétiquement programmés. Ça veut dire que chacun d'entre nous possède un programme génétique relatif à ces rythmes biologiques. Qu'il n'y a que les jumeaux monozygotes, c'est-à-dire les vrais jumeaux, ceux qui viennent d'un même œuf, qui ont les mêmes rythmes biologiques. Même des jumeaux dizygotes, des faux jumeaux,
peuvent avoir des rythmes différents, bien qu'étant nés le même jour et pratiquement à la même heure. Donc c'est pas l'heure de naissance qui joue, c'est vraiment le programme génétique. Et dans une même fratrie, et malheureusement quand elle est grande c'est compliqué, on peut avoir autant d'enfants que de rythmes différents. Quand il faut gérer tout ça, c'est pas toujours simple. Mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'y compris dans cette salle, je suis persuadée que nous n'avons pas tous les mêmes rythmes biologiques, j'en suis certaine. Le seul petit problème, c'est que depuis que vous êtes nés, on vous a mis dans la tête que vous deviez vous adapter à une journée de 24 heures. Parce que ça, c'est le rythme social. Donc c'est un rythme qui nous est imposé, ce rythme de 24 heures, mais peut-être que pour certains, il ne convient pas par rapport à ses propres rythmes biologiques. Mais comme on ne les connaît pas, ces rythmes biologiques, ben on ne sait pas si finalement ça correspond ou pas, si c'est adapté ou si ça ne l'est pas. Et c'est ça qui est bien dommage. Génétiquement programmé, comme je viens de le dire, ça génère des différences interindividuelles. Et vous en avez une qui apparaît très tôt, et je reviendrai tout à l'heure dessus, qui apparaît dès la petite enfance, chez les enfants de 1 an. Et il faut quand même que vous ayez en tête que si cette différence interindividuelle apparaît à 1 an, elle va perdurer toute la vie. Ce qui veut dire que quand les enfants rentrent en maternelle, cette différence, elle existe toujours. Et pourtant, pour avoir beaucoup observé les maternelles, on n'en tient pas compte. Et on continue de ne tenir compte que de l'âge des enfants, petite section, moyenne section et grande section. Et vous verrez que ce n'est pas tout à fait ce qui devrait être fait en fonction des connaissances qu'on a sur ces rythmes des enfants. Savoir encore que ces rythmes biologiques, ils ont donc une période qui est la durée qui sépare l'apparition d'un événement avec sa réapparition à l'identique. C'est ce temps T+1 qui sépare l'apparition d'un événement et sa réapparition à l'identique. Et que chez l'être humain, on catégorise tous nos rythmes biologiques selon 3 grandes périodes. La période des rythmes circadiens, c'est-à-dire autour du jour, c'est-à-dire encore à peu près de 24 heures. La période des rythmes infradiens, donc de périodes plus longues. Et la période des rythmes ultradiens, c'est-à-dire de périodes plus courtes. Et en fait, tout au long de l'année, ce sont tous ces rythmes-là qu'il faudrait essayer de respecter le mieux pour soi-même, mais pour les enfants également. Et enfin, sachez que ces rythmes biologiques sont générés par des horloges biologiques que nous avons dans notre organisme. Et on en a beaucoup, on n'en a pas qu'une d'horloge biologique, on en a beaucoup, puisque toutes nos cellules possèdent des horloges biologiques, que la plupart de nos organes en possèdent, la vésicule en possède, le foie, les reins, le cœur possèdent une horloge biologique, et qu'on a des horloges biologiques au niveau du cerveau, dont une qui est particulièrement importante à cause de l'emplacement qu'elle a. C'est en fait un amas de cellules qui se trouve juste derrière les yeux. Et étant juste derrière les yeux, eh bien c'est elle qui voit le passage du jour à la nuit. Et c'est elle qui est capable de dire aux autres horloges s'il est l'heure de se mettre en route ou de s'arrêter, parce qu'elle sait quand on est passé du jour à la nuit ou de la nuit au jour. C'est cette horloge-là qui voit le changement dans l'environnement. Tout le monde dit il faut respecter les rythmes biologiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire finalement que de respecter les rythmes biologiques? Eh bien, je vais vous en donner une définition. Et puis, je vous donnerai après un exemple concret. Et quand je vous aurai donné cet exemple concret, je vous interrogerai pour vous dire qui ici respecte ces rythmes biologiques. Et je verrai combien de mains se lèvent. Alors, qu'est-ce que c'est que respecter les rythmes biologiques? C'est respecter la synchronisation des horloges biologiques entre elles, quand ces horloges ont la même périodicité. C'est ça le respect des rythmes biologiques. C'est respecter la synchronisation des horloges entre elles, quand ces horloges ont la même périodicité. Et je vais donc prendre l'exemple de 4 horloges circadiennes, donc de période d'environ 24 heures, qui devraient rester synchronisées. La première de ces horloges circadiennes, c'est celle de notre rythme activité-repos, ou encore de notre rythme veille-sommeil, avec cette idée affirmée qu'il y a une interdépendance permanente entre la veille et le sommeil. Il y a toujours une dépendance de l'un à l'autre. Vous savez fort bien que si votre journée s'est bien passée, vous avez de bonnes chances de bien dormir. Mais si cette journée a été très chargée en soucis et en tracas,
l'endormissement, il sera un petit peu plus compliqué. Mais l'inverse est vrai. Si vous avez bien dormi, vous vous levez du bon pied. Mais si vous avez une nuit trop courte ou une nuit entrecoupée de tas de choses, etc., la mise en route sera bien plus compliquée. Donc c'est cette interdépendance qui s'exprime dans ce rythme veille-sommeil qu'on ne doit jamais oublier. Et au cours de ce rythme veille-sommeil, nous avons un état physiologique particulier, dont on va passer par cet état physiologique qui est la vigilance physiologique. Cette vigilance physiologique, elle est au plus bas, elle passe par un creux dans la nuit, toujours à peu près à la même heure. Et c'est ce qui fait dire aux conducteurs qui prennent la route la nuit pour partir en vacances, mais qui ne sont pas habitués à conduire la nuit, qu'ils doivent être très prudents, parce que dès qu'ils sentent à un moment donné de la nuit les yeux qui se mettent à picoter ou même à sciller, etc., que c'est urgemment le moment de s'arrêter. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, la vigilance est en train de baisser, et que donc le gros risque, c'est qu'on ait une perte d'attention pendant quelques secondes suffisante à avoir un accident. Et que d'ailleurs la plupart des graves accidents qui se sont passés dans des entreprises comme Tchernobyl, comme Bhopal, etc., sont dus à une erreur humaine de ce type. C'est-à-dire qu'effectivement, la personne qui était chargée des surveillances a eu une perte d'attention de quelques secondes qui a retardé de quelques secondes l'appui sur le signal d'alarme qui devait faire agir plus rapidement que ça ne l'a été. Donc c'est connu, et pourtant on ne dit pas assez, on ne répète pas assez. Notre vigilance, elle augmente après qu'on se soit réveillé. Donc elle est de bon niveau le matin, et 12 heures, après être passée par un creux dans la nuit, elle baisse à nouveau, 12 heures après le creux de nuit. Et cette vigilance, elle va avoir tendance à remonter l'après-midi. Je dis vraiment tendance, parce que ça n'est pas vrai chez les enfants plus jeunes, c'est vrai chez les plus grands, mais finalement, elle n'a jamais l'aussi bon niveau que celui du matin. On a une deuxième horloge circadienne qui est la température centrale. La température centrale, elle aussi, elle passe par un creux dans la nuit en même temps que la vigilance. C'est le moment de la nuit où vous allez subitement être réveillé parce que vous avez froid et que vous ressentez que vous avez froid et ça vous réveille. Et en fait, vous constatez que c'est pas la chambre dont la température a changé, c'est bien les premières horloges. Il ne revient jamais à son niveau du matin, jamais. Il a tendance à baisser régulièrement tout au long de l'après-midi et à baisser fortement le soir. Ça veut simplement dire que si un jour un médecin vous conseille de faire un bilan sanguin pour vérifier votre niveau de cortisol, n'allez surtout pas faire votre prise de sang à 16 heures, vous n'aurez pas votre niveau de cortisol. Il a baissé. C'est le matin, quand on se réveille, ou dans la matinée, qu'on a son vrai niveau de cortisol, à 16 heures, on ne l'a plus. Et puis, quatrième horloge circadienne, une autre hormone importante, l'hormone du sommeil, qu'on appelle la mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone qui est synthétisée au niveau d'une glande qui se trouve dans le cerveau. Et cette glande, elle a un lien qui n'est pas direct, mais un lien indirect avec l'horloge qui est derrière les yeux. La mélatonine, elle interrompt complètement sa synthèse au moment de notre réveil spontané. Et à l'inverse, elle remet en route sa synthèse en fin de journée pour déclencher le sommeil. C'est-à-dire qu'elle fait baisser la température, le cortisol, la vigilance et induit l'endormissement. Donc ces 4 horloges qui ont une périodicité circadienne devraient constamment être synchronisées si on respectait nos rythmes biologiques. Et ma question est donc, qui ici respecte ces rythmes biologiques et écoute même ces rythmes biologiques? Et je n'ai pas beaucoup de mains qui se lèvent. Et qui peut dire qu'il pense respecter les rythmes biologiques des enfants, tout simplement? Puisque c'est eux qui sont directement concernés, et je n'ai pas plus de mains qui se lèvent. Ça veut donc dire qu'on n'aménage pas bien les temps des enfants, puisque, visiblement, on ne respecte pas les rythmes biologiques des enfants. Mais encore faut-il les connaître. Je vais vous parler d'une deuxième horloge qui a une périodicité plus longue, infradienne. Cette rythmicité infradienne, j'en prends 2 d'horloges comme exemple, qui concernent les enfants. La première que je vais prendre, c'est une rythmicité spécifiquement féminine, puisque c'est en fait l'horloge de menstruation chez la femme qui a été très étudiée dans les années 90 pour voir quel effet elle avait sur l'organisme de la femme.
Et c'est bien une horloge infradienne, puisqu'en principe, quand tout est normal et régulier, il y a bien une périodicité qui est régulière. Ça peut être 28 jours chez une femme, ça peut être 31 jours chez une autre, mais c'est normalement régulier. Ça a été étudié dans les années 90 pour voir les effets que ça a. Il a été montré que de fait, chez la femme, on constate qu'au cours du mois, il est quelques jours où elles sont obligées de faire davantage d'efforts pour avoir exactement le même niveau de performance pour des activités qui requièrent beaucoup d'attention, beaucoup de concentration ou beaucoup de mémorisation. Alors on finit par ne plus s'en rendre compte parce que c'est habituel, c'est tous les mois, mais on a constaté expérimentalement qu'il y a plus d'efforts fournis pour avoir le même niveau de performance. Il a été démontré aussi à cette époque-là que ça jouait sur les systèmes hormonaux et qu'en particulier ça jouait sur le système thymique chez certaines femmes. Et le système thymique, c'est le système régulateur de l'humeur. Et vous voyez ce que ça veut dire. Alors, comme nous savons tous et toutes dans cette salle que nous sommes toujours de bonne humeur, ça c'est un fait avéré, ça veut donc dire que certaines connaissent dans le mois quelques jours où elles vont changer d'humeur et donc passer par des moments de mauvaise humeur. Alors, je vais profiter de cette rencontre pour rassurer toutes les femmes qui, dans cette salle, connaissent ces passages de mauvaise humeur sur quelques jours dans le mois et leur dire qu'elles n'y peuvent strictement rien puisque c'est leur horloge infradienne qui s'exprime. Et comme cette horloge, elle est génétiquement programmée, on ne peut pas la bousculer. Mais que par ailleurs, il est évident que l'environnement, lui, peut s'adapter sans aucun problème. Et que bien sûr dans l'environnement, il y a tous nos compagnons masculins. Et que je suis vraiment désolée pour tous ceux qui sont présents à ma conférence ce matin, mais comme eux, ils ne possèdent pas cette horloge infradienne, ils n'ont absolument aucune bonne raison scientifique d'avoir des jours de mauvaise humeur dans les mois. Je peux vous affirmer que c'est spécifiquement féminin et qu'ils peuvent juste s'adapter. Si je vous en parle, c'est parce qu'on a constaté chez les petites filles que la puberté est de plus en plus précoce. Qu'il n'est pas rare d'avoir des petites filles qui sont en fin d'élémentaire déjà en phase pubertaire. Et comme moi je travaille dans les écoles avec les enfants, que je leur explique tout ça, tout ce que je suis en train de vous expliquer, je le leur explique, bien entendu avec des images qu'il faut, mais dès la maternelle, je peux vous affirmer que les enfants comprennent parfaitement bien, puisqu'après je leur demande tout ce qu'ils ont retenu. Et c'est incroyable ce qu'ils ont retenu, c'est vraiment incroyable. Mais en tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est que ça a désangoissé les petites filles par rapport à tous les changements qu'elles voient apparaître, qui ne sont pas que physiques, mais sur lesquels elles n'arrivent pas à mettre de mots. Parce qu'elles ne savent pas trop comment ça fonctionne, elles ne savent pas si c'est normal, si c'est pas normal, etc. Elles n'ont pas de questions, elles ne savent pas les poser. Et finalement, en leur expliquant comment scientifiquement ça marche, ça les désangoisse et elles finissent par poser les questions. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup et de plus en plus pour qu'on apprenne aux enfants à mieux connaître les rythmes biologiques. Ça devrait faire partie de tous les programmes d'éducation à la santé. Et je trouve assez dommage que ce ne soit pas le cas et que d'ailleurs ce ne soit pas assez enseigné partout où ça se fait, puisque j'ai eu plusieurs fois des pédiatres et des médecins qui m'ont dit on n'a jamais appris ça, ça n'a jamais été appris dans nos cours, etc. Ce que je trouve quand même assez désolant. Et puis on a une autre horloge qui est plus longue encore, qui a été étudiée par les chercheurs sur les animaux, et qui se sont demandé pourquoi entre novembre et mars, il y a tous les ans les mêmes animaux qui vont hiberner, et qu'il y a même des mammifères comme les ours des Pyrénées qui hivernent tous les ans. Et en fait, les études qu'ils ont faites sur ces animaux ont prouvé que c'est une condition de survie pour ces animaux. C'est une condition de survie. C'est pas du tout des animaux fainéants, c'est une condition de survie. Et comme il y a des mammifères qui hivernent, ils se sont demandé ce qui se passait pour nous, qui ne sommes rien d'autre que des grands mammifères. Alors j'entends bien que si vous demandiez à vos patrons respectifs d'aller hiberner tous les ans, pas bien sûr que ce soit tout à fait admis. Pourtant, il est évident qu'à cette période de l'année, entre novembre et mars, l'organisme est beaucoup plus fatigable, il est beaucoup plus fragile, que le système immunitaire est plus déficient et que c'est la moindre résistance de ce système immunitaire qui explique qu'on est plus malade l'hiver qu'on ne l'est l'été. Que c'est une période de l'année également où chez les enfants et les adolescents, le niveau de cortisol est au plus bas.
alors qu'il est le plus élevé pendant l'été. Et c'est encore une période de l'année où les jours sont beaucoup plus courts, où la luminosité est beaucoup plus faible, et ça a des répercussions sur notre bien-être psychologique, puisque c'est ce qui provoque la dépression saisonnière. Et sachez qu'il y a un peu plus de 1% des enfants qui souffrent de dépression saisonnière, et un peu plus de 5% des adolescents qui en souffrent. Et pourtant, on passe à côté, parce qu'on n'y pense pas, et qu'on n'imagine pas que ça puisse provoquer les soucis que ça provoque. Pourtant, ce serait bel et bien à prévenir, là aussi, pour éviter justement bien souvent des troubles du sommeil, d'ailleurs qui apparaissent avec cette dépression saisonnière. En tout cas, par rapport à cela, on voit bien à quel point on est complètement à contre-courant dans notre pays par rapport à ce qui devrait être fait. Et là, je pense en particulier aux adolescents, parce que c'est le deuxième trimestre de l'année. Et c'est le trimestre de l'année où tous les parents et les enseignants vont dire à tous les ados, mets-en un coup, c'est un trimestre important, il faut que tu aies des bonnes notes, ça va servir à l'orientation, etc. Ce qui veut dire qu'on demande aux ados de mettre le plus gros coup de collier au moment où ils sont le plus fatigables. Et qu'après, et c'est vrai que le troisième trimestre est tellement plein de trous et d'arrêts que c'est difficile de le considérer comme important. Donc on les fait travailler le plus quand ils sont le plus fatigables et se reposer quand ils sont le plus en forme. C'est normal, c'est comme ça, et on ne se pose pas de questions. Et finalement, nous sommes le pays qui avons le plus grand nombre de jours de vacances sur l'année, le plus grand nombre de jours de vacances, et visiblement, ça ne perturbe pas grand monde. Et j'ai fait une comparaison avec 33 autres pays et cantons, nous avons le plus grand nombre de jours de vacances. Et nous sommes le seul et unique pays au monde, on a enfin une médaille, qui est d'avoir 4 fois 2 semaines de petites vacances dans l'année. Ça n'existe nulle part ailleurs. Nulle part on a 4 fois 2 semaines de petites vacances dans l'année. C'est comme ça, et je ne sais pas si un jour on réussira à réorganiser ça au mieux aussi des besoins des enfants, parce que l'on n'est pas du tout dans une réponse aux besoins des enfants, ça je peux vous l'affirmer. Et puis j'en passe à une troisième catégorie d'horloges, qui sont des horloges de période plus courte, et je vais prendre également 2 exemples. Le premier exemple que je prends, c'est celui d'un rythme qui apparaît très tôt chez le bébé, qui est son rythme cardiaque. Comme son nom l'indique, c'est un rythme, et de fait, c'est un outil, le rythme cardiaque, que les psychologues utilisent très souvent pour savoir quels sont les efforts fournis par des bébés par rapport à des activités qu'on leur propose. Et on a constaté tout simplement qu'à chaque fois que des efforts sont fournis, le rythme cardiaque augmente. Le rythme cardiaque s'accélère. Et de fait, on a constaté qu'il est un moment de la journée, chez les écoliers, où ce rythme cardiaque a tendance à véritablement beaucoup s'accélérer. C'est au moment de midi, c'est au moment du repas et au moment de l'après-repas. C'est le moment où le rythme cardiaque des enfants s'accélère le plus. Tout simplement parce qu'on les met en situation non plus de vigilance physiologique, mais d'émotion physiologique. Ils sont en situation d'émotion physiologique parce qu'on leur demande plus d'efforts qu'ils ne peuvent en fournir, et on crée même une situation d'hyper-excitation physiologique en les envoyant dans la cour se détendre et se défouler. Ils ne sont pas du tout en train de se défouler, ils sont en train de s'hyper-exciter. C'est pour ça qu'ils courent dans tous les sens dans la cour, qu'ils finissent même par se bousculer parfois, etc., parce qu'ils sont hyper excités. Pourquoi ? Eh bien parce que ce moment de la journée, c'est un moment particulier. On l'appelle en chronobiologie le creux méridien. Méridien, c'est milieu, ça veut dire que c'est un creux du milieu de notre rythme circadien. Et c'est bel et bien un creux du milieu de notre rythme circadien, puisque je vous ai dit tout à l'heure que 12 heures après être passé par un creux, la vigilance, la température et le cortisol baissent. C'est dans le creux méridien, cette baisse. Et c'est donc une baisse physiologique globale. C'est ce qui vous fait ressentir, en début d'après-midi, un coup de pompe. Et quand vous ressentez ce coup de pompe, vous êtes persuadé que vous êtes en train de digérer ce que vous venez de manger. Et je peux vous affirmer, vous pourrez faire le test, que même en n'ayant pas mangé, vous aurez ce coup de pompe. C'est une baisse physiologique qui est liée à nos rythmes biologiques. Il est évident que si votre repas de midi a été très caloriquement chargé,
et qu'en plus vous ne l'avez pas accompagné que d'eau, c'est plus un creux. Hein. Je peux vous dire, vous êtes au fond du fossé. Là. Plus la température extérieure est élevée, plus le creux est important également. Ce qui explique que dans les pays méditerranéens, tout le monde fait la sieste en début d'après-midi parce que la somnolence est là. Ça veut dire quoi pour nos enfants? Eh bien qu'ils vivent ce creux méridien. Et que toute activité demandant un peu d'effort qui leur est demandée va leur être 3 fois plus coûteuse. Parce qu'ils sont obligés de faire 3 fois plus d'efforts pour réaliser l'activité qu'on leur demande puisqu'ils sont en creux, en baisse physiologique. Ça veut donc dire qu'à ce moment de la journée, on doit d'abord bien organiser le temps du repas, qui est le premier temps, pour qu'il ne soit pas stressant, pour qu'ils se détendent, etc. Mais qu'après le repas, c'est pareil. On ne doit pas les envoyer s'exciter. Ça veut donc dire que pour les enfants qui font la sieste doit se faire dès la fin du repas. Dès que les enfants ont fini de manger, ils passent aux toilettes et ils vont se coucher tout de suite après de passer aux toilettes pour être sûr qu'ils s'endorment au moment de leur creux méridien et ne se réveiller qu'à la fin du creux méridien. Si on les laisse s'exciter pendant une demi-heure dans la cour de récréation, c'est fini. Ils vont avoir du mal à s'endormir parce qu'ils sont énervés et après, ils se réveilleront à pas d'heure. Donc ça, c'est le premier point. Et j'ai bien dit les enfants qui font la sieste. J'ai pas dit les petites sections, tout simplement parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une différence interindividuelle qui apparaît tôt, qui apparaît à 1 an, au cours de la première année, et qui fait qu'on va catégoriser les enfants selon qu'ils sont petits, moyens ou gros dormeurs. Or, il est aussi délétère d'empêcher un gros dormeur de dormir tout ce dont il a besoin que d'obliger un petit dormeur à dormir plus qu'il n'en a besoin. Et c'est exactement ce que l'on fait en maternelle, puisque généralement on met toutes les petites sections à la sieste, alors que parmi eux, il y en a toujours 1 ou 2, ou même 3 qui sont petits dormeurs, et ce sont ceux qui vont se retourner pendant 1 heure sur leur lit sans trouver le sommeil, parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de cette longue sieste. Mais chez les moyens et les grands, il y a toujours quelques enfants qui sont des vrais gros dormeurs qui, eux, auraient besoin de la sieste. Donc, aménager la sieste, c'est respecter les rythmes biologiques de l'enfant. Ça veut dire qu'on l'aménage pour tous ceux qui ont besoin de sieste et qu'on n'oblige pas ceux qui n'en ont pas besoin à la faire. Néanmoins, pour tous ceux qui ne font pas la sieste, ils ont tous, absolument tous, et jusqu'au CM2, besoin d'un vrai temps de relaxation, d'un vrai temps de détente, d'un vrai temps de pause, de relaxation véritablement, avant d'aller se détendre. Après, ils se détendront. Mais c'est pas en allant courir dans la cour d'emblée qu'ils se détendront. Ça, je vous affirme que c'est de l'hyperexcitation. Donc, on doit absolument aménager les espaces de manière à ce que tous les enfants puissent avoir ce temps de relaxation qui va leur être nécessaire pour récupérer de ce creux physiologique à ce moment de la journée. C'est vraiment un moment indispensable à tous. C'est vrai chez les ados. J'ai aménagé des salles de zen attitude en collège. Les collégiens, ils apprécient énormément. J'ai travaillé avec des lycéens professionnels. On a aménagé des lieux où ils peuvent se poser à ce moment-là. Ils apprécient énormément. Il faut que les enfants de l'école primaire puissent avoir ce moment-là. Et je dirais que c'est le moment de la journée également où on doit le plus utiliser l'activité ne rien faire. C'est une activité à part entière pour moi. L'activité ne rien faire qui va permettre aux enfants de se poser et de rêvasser, aux petites filles, parce que c'est souvent elles qui le réclament, de se mettre dans un coin juste pour tchatcher entre elles tranquillement, etc., sans être embêtées. C'est important. Nous avons des enfants à l'heure actuelle qui sont en suractivité permanente, qui n'ont absolument plus le temps de rêvasser, qui n'ont plus le temps de regarder des mouches voler. Et quand un enfant dit qu'il s'ennuie, faut lui répondre que c'est bien. Ça veut dire qu'il a du temps pour lui. Et il ne s'ennuiera pas, puisqu'en fait, il va développer son imaginaire. Il va se mettre à regarder les choses autrement, il va se mettre à rêvasser. Et nous sommes en train, à l'heure actuelle, de tuer la créativité chez les enfants, leur imaginaire. Parce qu'on est toujours en train de les mettre dans une activité programmée, dans une activité... Et ça, c'est vraiment délétère pour les enfants. Donc ce moment du temps de midi, de creux méridien, pour moi, c'est ça. C'est se détendre, c'est se poser
Et puis c'est accepter de ne rien faire, ou en tout cas de faire quelque chose de très calme avec les autres, etc. Et puis j'en viens à la dernière horloge, qui est ultradienne également, période plus courte, qui est celle du sommeil. Le sommeil, c'est un état à la fois fragile et complexe. Il est fragile parce que tout ce qui se passe au cours d'une journée va toujours avoir des répercussions, en bien ou en mal, sur le sommeil qui suit. Mais c'est également un état complexe parce qu'il est multirythme. Je vous ai dit au départ que le sommeil fait partie du rythme veille-sommeil. Ce qui veut dire qu'il a une rythmicité circadienne, puisqu'il fait partie du rythme veille-sommeil. Mais il a également une rythmicité infradienne, puisqu'on sait qu'on a plus besoin de sommeil l'hiver qu'on en a besoin l'été. Et il a une rythmicité ultradienne, puisqu'en fait il est constitué d'une succession de cycles de sommeil, qui ont tous la même durée, et qu'à la fin de chacun de ces cycles de sommeil, apparaît un stade de sommeil particulier qui va réapparaître de manière cyclique dans la nuit, et c'est la réapparition cyclique de ce stade de sommeil qui fait dire que le sommeil a une rythmicité ultradienne, de période environ 90 minutes. Cette période de 90 minutes, elle est vraie chez tous les enfants à partir de 3 ans. Avant 3 ans, les cycles sont plus courts, ils ne font que 60-70 minutes environ. Mais à partir de 3 ans, et ça sachez-le, de 3 ans à 10 ans, le sommeil des enfants est identique, c'est le même. Ils ont les mêmes besoins et il est identique. La qualité du sommeil, elle est, elle, dépendante de ce qu'on appelle la pression de sommeil exercée par la journée. La pression de sommeil, c'est ce que je peux encore appeler la bonne fatigue. Quand on n'est pas assez fatigué, on ne dort pas bien. Mais quand on est trop fatigué, on ne dort pas bien non plus. Et finalement, un bon aménagement des temps de l'enfant devrait conduire à ce qu'à la fin de sa journée, l'enfant soit dans un état de bonne fatigue qui va lui permettre de bien dormir. Ça, c'est fondamental. Nos cycles de sommeil, c'est évidemment tout au long de la nuit qui vont se dérouler, mais il faut encore savoir que le contenu de ces cycles n'est pas le même en début de nuit qu'il ne l'est en fin de nuit. C'est pas la même chose. Les stades de sommeil ne sont pas les mêmes en début et en fin de nuit. Le premier cycle de sommeil, il apparaît après notre endormissement. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la mise en route de la synthèse de mélatonine qui provoque notre endormissement en baissant la température centrale, en baissant la vigilance, en baissant le cortisol. Cette mélatonine, elle a été très très étudiée toutes ces dernières années et on a constaté 2 choses. C'est que pour être bien synthétisée, il faut absolument qu'elle ait été rechargée dans la journée. Rechargée, tout comme vous avez besoin de recharger votre téléphone et sa batterie. C'est pareil pour la mélatonine. Pour être rechargée, elle a besoin de lumière naturelle. Et ça veut donc dire que quel que soit le jour de l'année, il faut absolument qu'on ait, les uns et les autres, un minimum de 30 minutes de lumière naturelle dans sa journée pour recharger notre mélatonine. Et les personnes qui souffrent de dépression saisonnière sont souvent des personnes qui ont démarré leur journée qui faisait noir, ils ont terminé, il faisait noir, et ils ont été sous des néons pendant toute la journée, ils n'ont pas eu de lumière naturelle. Et du coup, la mélatonine ne s'est pas assez rechargée, et c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser avec eux de la luminothérapie. Mais quand arrive le soir, c'est l'inverse. Pour qu'elle puisse démarrer à la bonne heure la mise en route de sa synthèse, elle doit impérativement être dans l'obscurité. Ça veut dire que la chambre où l'on dort doit être obscure, mais en plus, ça veut dire qu'on s'est contraint à éteindre tous les écrans au moins 1h30 avant notre endormissement. Pourquoi éteindre tous les écrans au moins 1h30 avant l'endormissement ? Eh bien parce que tous ces écrans renvoient un flux bleuté qui est un flux très proche de la lumière naturelle. Et quand vous êtes devant votre écran, eh bien ce flux bleuté, il va directement sur l'horloge qui est derrière les yeux et ne lui envoie pas le bon message. Parce qu'elle est incapable de savoir que ce flux vient d'un ordinateur ou d'autre chose. Elle est donc persuadée que le jour continue. Et du coup, elle continue à s'activer artificiellement sans donner les bons messages aux horloges périphériques. Elle est trompée. Ce qui explique que quand je disais tout à l'heure qu'éventuellement, après avoir ressenti le frisson et avoir bagné,
Vous résistez devant votre écran en disant ça va passer. C'est vrai que ça passe, mais c'est artificiel. C'est une activation artificielle qui génère d'ailleurs un manque de sommeil qui va se répercuter à un moment donné parce que le manque de sommeil devient chronique. Donc c'est évidemment vrai chez tout le monde, chez tous les enfants, comme chez tous les adolescents, comme chez tous les adultes. Et quand je travaille dans les écoles maternelles avec les enfants et que j'interroge les enfants sur ce qu'ils font le soir avant d'aller dormir, je peux vous affirmer que je suis parfois effarée. Et que quand au final, j'interroge une classe de moyenne grande section, c'est-à-dire entre 4 ans et demi et 5 ans et demi, et que je leur dis, mais qui donc a la télé dans sa chambre? Et que j'ai les 4/5 de ces enfants qui disent avoir la télé dans leur chambre, et qui se contentent pas de me le dire, puisqu'ils me racontent qu'ils regardent la veille au soir avant de s'endormir vraiment, et qui me racontent même les dessins animés de 6 heures du matin. Difficile d'avoir des enfants en pleine forme après, quand ils ont une nuit de sommeil qui a été d'abord écourtée par la soirée devant la télé et les dessins animés de 6 heures du matin. Mais en tout cas, ça c'est une réalité et que j'ai retrouvée dans plein d'endroits. Donc si nous sommes raisonnables, dès qu'on sent le frisson, on se couche. Et chez les enfants, c'est important de le repérer parce que dès lors qu'on connaît son heure d'endormissement, on est capable de la préparer. Puisqu'on sait à quelle heure il va s'endormir, une demi-heure avant, on peut l'y préparer. En lui disant, tu te souviens, dans une demi-heure, tu vas aller dormir, etc. Donc c'est pas un coup près, c'est pas ça y est, c'est l'heure d'aller dormir. C'est une préparation qui se fait dans le temps, qui devient rituel et qui permet à l'enfant de s'endormir de manière qualitative. Notre premier cycle de sommeil, qui apparaît juste après cet endormissement, il est surtout constitué de sommeil profond et très profond, qui sont des sommeils importants puisque ce sont eux qui nous permettent de récupérer de la fatigue physique et musculaire. Si vous avez fait beaucoup plus de sport un jour que vous ne faites habituellement, vous aurez beaucoup plus besoin de ces sommeils-là pour récupérer de la fatigue physique et musculaire qui a été accumulée par ce surplus de sport. C'est ce qui faisait dire aux grands-parents d'antan que le sommeil d'avant minuit compte double. Il y en a peut-être parmi vous qui ont entendu cette expression-là. C'est exactement ce qu'ils expliquaient. Eux savaient qu'ils avaient une fatigue physique forte et qu'ils avaient donc besoin d'avoir la première partie de nuit pour être sûrs de récupérer de cette fatigue-là. Et finalement, la science a confirmé cette idée-là, qui n'était pas une idée fausse, ça a été confirmé par la science. À la fin de ce premier cycle de nuit, qui est surtout constitué de sommeil profond et très profond, dont je dirais encore son importance, puisque c'est au cours du sommeil très profond que l'hormone de croissance est sécrétée, qui est évidemment importante pour les enfants pour grandir, mais qui est importante chez tout le monde, puisqu'elle joue sur beaucoup de nos systèmes et qu'on sait que c'est dans cette période de la nuit que le système immunitaire est régénéré, que le système de la peau également est régénéré. C'est encore un sommeil qui est important pour les enfants pour l'acquisition des savoir-faire. On a pu démontrer que quand un enfant jeune apprend à faire du vélo à 2 roues, on sait qu'il a des tas d'actions qu'il doit automatiser pour être sûr de faire du vélo à 2 roues. Et on a pu montrer que plus il a de sommeil profond et très profond, plus ces automatisations vont se faire rapidement. Donc il apprendra plus vite à faire du vélo à 2 roues s'il a eu tout le sommeil profond et très profond dont il a besoin. À la fin de ce premier cycle de sommeil apparaît un autre stade de sommeil qu'on appelle paradoxal. Il est paradoxal parce que le cerveau se met en activité alors que le système musculaire est lui complètement inhibé. C'est ça le paradoxe. Et c'est sur ce sommeil paradoxal que je travaillais dans le labo de sommeil où j'étais. On a regardé ce qui changeait sur ce stade de sommeil paradoxal quand des apprentissages nouveaux se font. Et de fait, on a prouvé qu'il est indispensable à l'acquisition d'apprentissages nouveaux. Indispensable. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'on apprend en dormant. Et qu'en se branchant sur son iPod chargé de ses leçons tout au long de la nuit, en espérant savoir le lendemain matin les leçons qui ont été diffusées pendant la nuit, je peux vous affirmer que ça ne marche pas. Les personnes dans cette salle qui seraient de ma génération ont sans doute connu à une époque une méthode qu'on appelait assimile et qui était « apprenez l'anglais en dormant ». Je peux vous dire que des chercheurs se sont penchés là-dessus et ils ont constaté que de 2 choses l'une, ou bien la personne qui a utilisé les cassettes en question
effectivement se lève le matin en sachant dire que My Taylor is Rich, mais il n'a pas dormi de la nuit. À chaque fois que la cassette passait, il était réveillé, donc il apprenait en étant éveillé. Ou bien il a bien dormi toute la nuit, et le lendemain matin, il ne sait toujours pas que My Taylor is Rich. Donc ça n'est pas en dormant que l'on apprend, mais dire aux enfants à quel point il est important d'apprendre ces leçons en fin de journée. Et quand on les a bien apprises en fin de journée, on les révise avant de s'endormir. Ça, c'est important. Parce que le sommeil paradoxal va alors travailler sur cette leçon. Et il va repérer toutes les informations qui sont importantes dans la leçon pour les mettre en mémoire à long terme. Et c'est une leçon qu'on saura 8 jours plus tard, longtemps. Pas du tout comme celle qu'on apprend à la va-vite avant de rentrer en classe le matin, en se disant « Oh, je vais peut-être être interrogé ce matin, coup de chance on l'est, on est content, on a une bonne note, 8 jours après on a tout oublié. » Parce qu'on ne l'a pas du tout intégré de la même façon. Donc ces deux catégories de sommeil sont aussi importantes l'une que l'autre pour les enfants, pour leur bon développement, pour leurs apprentissages, pour grandir, pour évoluer. Mais malheureusement, leur durée n'est pas la même en début de nuit et en fin de nuit. En début de nuit, les sommeils profonds et très profonds sont longs en durée, mais ils ne cessent de diminuer en durée à mesure que les cycles se déroulent. Dans le 4e cycle, on n'a plus du tout de sommeil très profond. C'est l'inverse pour le sommeil paradoxal, qui apparaît d'abord brièvement et qui ne cesse d'augmenter à mesure que les cycles se déroulent. Il est donc encore important dans le dernier cycle de nuit. C'est un stade de sommeil qu'on appelle souvent sommeil de rêve. Et ça veut dire que le matin, quand vous êtes obligé de faire sonner votre réveil, vous avez des chances non négligeables d'être pris en plein rêve. Et si le rêve est sympa, c'est dommage parce qu'on ne saura jamais la fin du rêve. Mais ça veut surtout dire que vous avez grillé une partie de votre stade de sommeil paradoxal. Et ça aussi, c'est vrai pour tout le monde. Donc en fait, on doit respecter les deux bouts de la chaîne sommeil. Le coucher pour le premier sommeil, le lever pour le deuxième sommeil. On représente très souvent le sommeil sous la forme d'un train, en disant chaque wagon représente un cycle de sommeil. C'est pas tout à fait faux, d'autant plus qu'effectivement ça a tendance à changer avec l'âge, puisqu'on sait par exemple que chez les plus jeunes enfants, leur sommeil, les très jeunes enfants, leur sommeil n'est pratiquement constitué que... Et à l'adolescence, il y a encore un changement qui va se faire, à savoir que le sommeil très profond va devenir plus léger. Ils vont en avoir moins, mais par contre, ils auront besoin de plus de sommeil paradoxal qu'ils n'en avaient besoin un petit peu avant. Donc, le contenu des cycles de sommeil évolue avec l'âge. Et c'est bien de le représenter sous la forme de train parce qu'on peut montrer ces cycles qui évoluent. Mais ce qu'on oublie toujours de dire quand on montre ce train, c'est que la locomotive doit toujours partir à la même heure. Toujours. C'est ça qui est indispensable. Faire démarrer tous les jours la locomotive à la même heure. Et quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. C'est qui est classe ou pas classe le lendemain. C'est tous les jours, dont le week-end, c'est tous les jours pendant les petites vacances. Il n'y a que l'été qu'on peut éventuellement déroger à ça, mais pas constamment. Et donc ça, c'est absolument indispensable pour le bien-être des enfants. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est aussi indispensable. Ça n'est pas indispensable que chez les enfants. De plus en plus, on constate qu'il serait nécessaire, pour aller bien, d'avoir le plus possible de régularité dans ses horaires de coucher et de lever. Et on le dit à tout le monde, et c'est ce qui fait dire à beaucoup de médecins que le sommeil est devenu un problème de santé publique, parce qu'on ne le respecte plus du tout. En tout cas, pourquoi le départ doit toujours se faire à la même heure? Tout simplement parce que certains d'entre vous pensent que quand on va se coucher tard ou plus tard, c'est pas grave, on fera la grasse matinée. Et je suis sûre que si je demande à tous ceux qui sont présents dans la salle, s'il n'est pas arrivé aux uns et aux autres de coucher tardivement un jeune enfant le samedi soir avec le secret espoir de faire la grasse matinée le dimanche matin et de ne jamais y arriver, parce qu'il continue de se lever à la même heure, eh bien je leur dirais tant mieux. Ça veut dire que les horloges de vos enfants fonctionnent bien, parce que c'est ça que ça veut dire. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les 4 horloges d'éveil spontané dont je vous ai parlé tout à l'heure,
veille-sommeil avec la vigilance, la température centrale, le cortisol et la mélatonine n'ont pas la même vitesse de déplacement quand on veut les bouger. Donc quand on se couche plus tard un soir, on ne bouge qu'une seule horloge, l'horloge veille-sommeil. En revanche, la température, elle a besoin de pratiquement une semaine avant d'être capable de bouger. Et le cortisol comme la mélatonine, ils ont besoin de 2 semaines. Ce qui veut dire que quand vous couchez tardivement vos jeunes enfants en début de petites vacances, c'est à la fin des grandes vacances que leurs horloges seront de nouveau synchronisées. À la fin des petites vacances que les horloges seront de nouveau synchronisées. Et elles sont synchronisées sur le rythme des vacances et il faut retourner à l'école. Donc rebelote dans l'autre sens. Et donc les 8 premiers jours, il n'y a rien qui se passe parce qu'ils sont en train de resynchroniser leurs horloges. Et tous les enseignants s'en plaignent en disant parfois, on se demande s'ils ont eu des vacances ou pas. Donc évidemment, on a désynchronisé les enfants, forcément. Sachez également qu'il a été prouvé que le soi-disant sommeil qu'on a pendant la grasse matinée n'a plus rien à voir avec la qualité du sommeil de nuit. Tout simplement parce que le cerveau sait parfaitement à quelle heure l'horloge d'éveil spontané va sonner, puisque c'est le pic de cortisol qui apparaît. Et ça, le cerveau connaît. Il sait à quelle heure le pic de cortisol apparaît. Ce qui veut dire que quand on se couche plus tard, il calcule combien d'heures il nous reste entre l'endormissement vrai et la sonnerie du pic de cortisol. Donc on a moins d'heures, forcément. Ce qui veut dire qu'on a éliminé une partie des stades de sommeil. Et vous avez beau rester au lit et avoir l'impression que vous êtes endormi, beaucoup me disent qu'après 3 heures de grasse matinée, ils se lèvent encore fatigués et qu'ils ont même mal à la tête. Et c'est explicable physiologiquement, puisque la fatigue vient de ce que les stades de sommeil que vous avez le plus éliminés avec vos couchers tardifs, c'est le sommeil profond et très profond. Il n'a plus le temps d'en faire autant qu'il n'en avait quand c'est toute la nuit de sommeil qui est occupée. Et le mal de tête que vous ressentez, il est lié au fait que vous vous réveillez, c'est-à-dire que votre vigilance se met en route alors que les 3 autres horloges ont déjà démarré. Donc on appelle ça une désynchronisation interne. Vos horloges sont désynchronisées entre elles, vous avez ce mal de tête que ressentent tous ceux qui passent plusieurs fuseaux horaires, qui ont un jet lag, ou les gens qui changent de boulot tous les 8 jours, qui changent de poste tous les 8 jours, qui s'aperçoivent qu'ils ont beaucoup de mal à se resynchroniser parce que c'est vrai qu'ils sont toujours désynchronisés, ce qui est une hérésie du point de vue des changements de poste. Que je dis souvent, y compris à des ados, que quand on a eu un coucher tardif exceptionnel, pour des raisons X ou Y, plutôt que de traîner au lit comme me le disent les ados, ils me disent « mais vous avez raison madame, moi je suis réveillée le dimanche, mais je traîne au lit ». Je leur dis « t'arrêtes de traîner au lit, tu te lèves, tu prends ton petit déjeuner parce que tu as le temps, pour une fois, tu as le temps de le prendre bien, puis va te faire un jogging, ça te mettra en forme, puis après tu manges avec tes parents à la bonne heure, t'es pas en train d'émerger alors qu'eux sont déjà à table, et puis voilà. Puis après, tu vas faire la sieste. Alors, il est évident que quand je balance ça dans une classe de lycéens, ils ont votre réaction. Et ils me disent, mais c'est pour les bébés et les vieux, la sieste. Et je leur dis non, c'est pas pour les bébés et les vieux. Et finalement, c'est d'eux-mêmes dont je parle. Et je finis par leur dire, mais le midi, il n'y arrive jamais des moments où tu aurais envie. Et quand je les reçois à 13h30 justement, après s'être énervés sur un ballon et qu'ils sont dans un état pitoyable, ils reconnaissent que de fait, s'il y avait un lieu dans le lycée qui leur permettait d'aller se poser, ils iraient le faire. Donc ils finissent par ne plus rire du tout et ils disent pourquoi pas. Puis après ils essayent, puis ils me disent madame vous avez bien raison. Parce que je leur dis qu'avec une sieste plus courte que les 3 heures de grasse matinée, non seulement ils gagnent beaucoup de temps sur la journée, mais ils récupèrent beaucoup mieux qu'à traîner au lit comme ils le font. Et je vous affirme que tous ceux qui ont essayé en sont convaincus aujourd'hui et le font véritablement. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez les jeunes enfants, c'est vraiment la régularité du rythme veille-sommeil qui est la plus importante. Il y a une étude britannique qui a été publiée il y a quelques années qui a suivi une cohorte de plus de 11 000 enfants, de 3 ans, 5 ans, 7 ans. Et cette étude, sur cette cohorte, qu'est-ce qu'elle a montré?
elle a montré qu'à 5 ans et 7 ans, les enfants qui sont les plus inattentifs, qui sont les plus facilement déconcentrables, qui sont des enfants qui ont souvent des comportements un petit peu perturbants, etc., ce sont ceux qui, dès l'âge de 3 ans, ont connu des retards de coucher réguliers au cours de la semaine, etc., qui ont provoqué ces comportements-là. Et c'est bien ces retards de coucher qui ont provoqué ces comportements-là, puisqu'elle a prouvé, cette équipe de chercheurs a prouvé, que quand à 5 ans et 7 ans, on rétablit une vraie régularité du rythme veille-sommeil, au bout d'un certain temps, ces comportements disparaissent. À partir du moment où ils ont retrouvé une régularité dans leur rythme veille-sommeil. Donc c'est absolument fondamental, et c'est quelque chose qu'on doit avoir constamment en tête quand on parle de la fatigue de l'enfant, parce qu'elle est souvent due à cette irrégularité. Alors, par rapport à tout ce que je viens de vous apporter comme un élément, vous voyez bien qu'il y a toute une série d'aménagements des temps de l'enfant à faire. C'est une évidence. Vous aurez déjà constaté une première chose, c'est que le matin n'est pas équivalent à l'après-midi. Jamais. Il n'est jamais équivalent à l'après-midi. Et ça, on le sait depuis très longtemps, puisque dès le début du XXe siècle, il y a un psychologue qui s'appelait Alfred Binet, qui disait aux enseignants « Faites bénéficier vos écoliers de la clarté mentale de la matinée ». En 1906, il disait ça. Et s'il le disait, c'est parce qu'il avait produit un bouquin à la fin du XIXe siècle, l'école obligatoire, enfin l'instruction obligatoire via l'école en 1882. Il avait commencé à travailler avec les écoliers dès cette époque-là, et il avait publié La fatigue intellectuelle. C'est vous dire que c'est pas nouveau. Hein. Mais il avait montré que de fait, c'est le matin que les dictées, les opérations et tous les apprentissages importants sont toujours le mieux réalisés, et qui plus est, dès le début de la matinée. Il l'a prouvé, il l'a démontré. Un autre chercheur, Pierre Magnin, qui vit toujours, il est médecin, et il a été recteur pendant une partie de sa carrière professionnelle. Lui aussi, il avait prouvé de manière physiologique et avait montré que le matin, les enfants sont toujours beaucoup mieux synchronisés qu'ils ne le sont l'après-midi. Il avait même démontré que, y compris en aménageant le mieux possible la pause méridienne, le retour après cette pause méridienne n'est jamais d'aussi bonne qualité que ce que l'on a le matin. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, depuis toujours, je me bats pour avoir le plus de matinées possible pour les apprentissages des enfants, et je parle bien de tous les apprentissages des enfants. Je ne parle pas que des maths et du français, je parle bien de tous les apprentissages des enfants. Et je milite également pour que ces matinées soient plus longues, parce que c'est là que les enfants sont les plus disponibles, que c'est le moment où on peut le mieux travailler avec eux pour que les apprentissages se font. Le fait d'avoir des matinées plus longues, et ça je le fais depuis très longtemps, puisque j'ai un groupe scolaire lillois qui a maintenant 21 ans d'existence, dans son expérience qui n'en est plus une, ils ont des matinées de 4 heures. En maternelle comme en élémentaire, et croyez-moi, il n'y en a pas un qui veut revenir en arrière. C'est vraiment acquis, c'est vraiment le meilleur moment pour les enfants. Donc ils ont 5 matinées de 4 heures, dont le samedi matin d'ailleurs, et c'est vraiment pour eux le meilleur moment. C'est le meilleur moment également pour les maternelles, parce que c'est un moment où on donne du temps aux enfants. Étant donné que toutes les observations de maternelle que j'ai été amenée à faire m'a prouvé qu'il y a un terme qui revient très souvent en maternelle, c'est dépêche-toi. Dépêche-toi de faire ceci, dépêche-toi de faire cela, etc. Du coup, c'est très frustrant pour l'enfant parce qu'il a toujours l'impression de se dépêcher. Et comme on le fait déjà se dépêcher à la maison avant de partir, le malheureux, c'est un peu dur à vivre. Alors que nous, avec nos longues matinées, ben évidemment qu'on n'a plus besoin de lui dire sans arrêt de se dépêcher et qu'on le laisse aller au bout de ce qu'il a à faire. Les longues matinées, elles servent également pour les plus grands, puisque j'ai prouvé aux enseignants avec lesquels j'ai travaillé que grâce avec ces longues matinées, on n'est pas, surtout pas, obligé de ne faire que des maths et du français le matin, mais qu'on peut y intégrer toutes les autres matières. On peut y faire de la musique, on peut faire de l'EPS, on peut faire des arts plastiques, on peut faire de la langue vivante, on peut faire tout ce qui relève de la découverte du monde, etc. Et le gros intérêt d'intégrer ces matières-là entre des matières très abstraites comme les maths et le français quand on fait des apprentissages nouveaux, c'est qu'elles font appel à la créativité, elles font appel à la motricité chez l'enfant.
Du coup, ce sont des matières qui deviennent des espèces de temps de respiration pour l'enfant. Donc en jouant sur cette alternance pédagogique, on produit sans arrêt au cours de la matinée des temps de respiration à l'enfant, et en plus on fait des liens. On fait des liens entre ces matières-là, en prouvant aux enfants qu'il existe des liens entre les maths et le PS, entre la musique et les maths, etc. Ce qui fait que les enfants comprennent que les matières ne sont pas indépendantes les unes des autres, que ce qu'on apprend dans une matière, ça peut servir à une autre, et ça développe un petit peu à la fois les transferts d'apprentissage chez les enfants quand ils arrivent en fin de primaire. Donc ça, c'est un vrai plus, et c'est pour ça que ça fait 21 ans qu'on travaille sur ces matinées de 4 heures, parce qu'on a prouvé que ça change complètement la pratique des enseignants, le travail des enseignants et la disponibilité des enfants. Les autres choses qui ont été également démontrées dans les expériences faites et dans les recherches qu'on a faites sur les rythmes des enfants, c'est que le temps d'attente chez les enfants est toujours trop long. Le temps d'attente est toujours trop long. Ça veut dire que si vous avez des enfants qui arrivent très tôt le matin à l'école et qui sont obligés d'attendre un certain temps avant que l'école ne commence, ben ils sont plus motivés pour démarrer. Parce que le temps d'attente a été trop long. Et en fait, dans les communes que j'ai accompagnées, on a aménagé ce temps d'attente pour les enfants qui arrivent très tôt, parce qu'on s'est rendu compte que parfois des parents essayent de leur donner un petit déjeuner avant qu'ils ne partent, mais du coup l'élève encore plus tôt pour pouvoir essayer de leur donner le petit déjeuner. Et c'est pas du tout la bonne heure, c'est pas l'heure où ils ont véritablement faim, et on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on propose aux familles de fournir le petit déjeuner aux enfants qui arrivent à l'école avec leur petit déjeuner. Il peut être 7h15, 7h30, ils arrivent avec leur petit déjeuner, et le professionnel qui accueille les enfants organise une tablée, et les enfants s'installent autour de cette tablée, prennent leur petit déjeuner, et du coup jusqu'à 8h, parfois 8h15, ils ont le temps de prendre tranquillement leur petit déjeuner, en bavardant, en discutant, se racontant leur vie, etc. C'est très calme, ils ne sont pas en attente, ils sont en train de faire quelque chose qui leur est utile. Parce que manger à cette heure-là, c'est utile. Et on s'aperçoit qu'il y a même après des tas de choses qui se produisent, parce qu'il y a plein d'échanges qui se font. Et dernièrement, je suis allée dans une des écoles que j'ai accompagnées, et effectivement, ils me disaient que chaque semaine, il y a un petit déjeuner nouveau, parce que c'est soit une maman qui a fait des crêpes pour tout le monde, ou bien une maman qui a fait une grosse brioche pour tout le monde, etc. Donc il y a chaque semaine un petit déjeuner particulier qui se fait de manière coopérative, et ça se passe super bien. Et les professionnels qui accompagnent ces enfants le matin me disent que ça a beaucoup changé, ce temps-là, et les enseignants apprécient, parce qu'ils disent qu'effectivement, les enfants sont plus rapidement disponibles. Je travaille également avec les enseignants pour leur dire qu'il est important que le matin, on ne laisse pas les enfants s'énerver avant de rentrer en classe. Sinon, on en a pour un quart d'heure à faire retrouver un niveau de vigilance des enfants. Alors que, étant présents dans l'école, les enseignants, c'est bien qu'ils laissent les enfants rentrer directement en classe quand ils arrivent à l'école. Là encore, c'est d'observation que je le fais. Il y a longtemps que je l'avais fait, il y a longtemps qu'on met ça en place dans des écoles. On le refait depuis 2013-2014. Et quand j'étais dans des écoles tôt le matin, pour voir justement ce moment du petit déjeuner, je suis ensuite au portail, à attendre que les enfants arrivent au moment où ils ouvrent. Et le constat que j'ai fait, c'est qu'ils arrivent très tranquillement, main dans la main, avec la maman qui l'accompagne, ou n'importe qui l'accompagne. Ils passent le pied du portail de la cour de récréation, il se met à courir. Et voilà parti. Donc très calme, hyper énervé. Et alors en 2 secondes, hein. Et après, ben oui, il faut baisser tout ça. Quel intérêt? Quel intérêt? Il n'a absolument pas besoin de ça avant de démarrer sa journée. Et donc, en les faisant rentrer directement en classe à mesure où ils arrivent, on s'aperçoit qu'ils sont tranquilles, que c'est un temps de transition douce, qu'ils vont sortir leurs affaires calmement, qu'ils vont se parler calmement, qu'on affiche par exemple sur la porte de la salle de classe le planning de la journée pour savoir ceux qui vont manger le midi, qui restent le soir, qui restent, voilà. Et chacun a ses gommettes qu'il va mettre. Je reste ce midi, je reste ce soir. On les autonomise par rapport à ça, mais c'est un temps très calme. Et l'enseignant leur dit, moi j'ai des choses à faire pour moi, c'est un temps à toi, c'est un temps pour que tu peux faire ce que tu veux. Et les enfants apprécient énormément. Parfois de sortir un peu de pâte à modeler, de faire un petit dessin, ou bien même de se poser avant de démarrer, ils sont bien. Et ça change tout. Ça change vraiment tout. Alors après, il y a l'aménagement de la pause méridienne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et puis après, il y a autre chose également, qui est quelque chose que moi j'avais appris d'un collègue qui s'appelait Paul Fraisse et qui avait beaucoup travaillé sur les rythmes des enfants, que
le temps d'activité, il est proportionnel, l'intérêt pour un temps d'activité de la part de l'enfant, il est proportionnel au temps qu'on donne à cette activité. C'est-à-dire que plus il est court et moins l'intérêt est grand. Il avait également démontré que plus on provoque un émiettement des temps, plus on provoque souvent un temps de transition, plus c'est une source de fatigue des enfants. Et c'est donc la raison pour laquelle, quand j'ai mis en place la réforme avec les communes que j'ai accompagnées, je leur avais apporté toutes ces informations-là, et je leur avais dit que j'étais contre le fait de donner des activités tous les jours aux enfants. Parce qu'on provoque ces temps de transition tous les jours, avec un émiettement des temps des enfants, et que finalement, on crée une espèce de suractivité chez les enfants aussi, avec une multiplicité d'activités qui leur sont proposées. Et on avait d'ailleurs constaté, et ça c'est des communes que j'ai accompagnées après coup, qui m'ont dit qu'au bout de 2-3 ans, finalement, certains disaient « Oh, c'est toujours les mêmes choses, j'en ai marre, j'y vais plus ». Et donc finalement, on a supprimé ça, on l'a pas fait du tout comme ça, et on a décidé de consacrer un vrai temps long, non pas une activité, mais un parcours de découverte. Pour que véritablement l'enfant soit dans un vrai parcours, où à la fin il y a un objectif à atteindre, où il va développer des compétences nouvelles, où il va se découvrir des potentialités nouvelles, sur des thèmes très différents. Le thème citoyenneté, le thème art et culture, le thème activité scientifique et informatique, le thème activité sportive, le thème découverte de mon environnement et du vivre ensemble, etc. Donc sur ces grands thèmes, nous avons tout au long de l'année 6 parcours de découverte que vont découvrir les enfants, puisqu'on n'en a qu'une fois par semaine. Et c'est un vrai parcours. Et lundi dernier, j'étais dans une des communes que j'ai accompagnées dans le pays, en Sarthe, dans le pays fléchois. Et à la fin de la période de parcours, il y a un temps de restitution. C'est-à-dire que les enfants restituent les acquis qu'ils ont fait dans le cadre de ce parcours, en invitant les parents, en invitant tous ceux qui veulent venir. Et j'ai assisté à la restitution du parcours cirque et du parcours apprentissage de la langue des signes. Et c'est vrai que c'était d'une qualité extraordinaire. Et des enfants heureux de montrer qu'ils avaient véritablement acquis des compétences nouvelles et des savoir-faire nouveaux. Donc ça, c'est une chose que j'ai mise en place partout où je suis passée, avec des matinées plus longues, avec forcément des après-midi plus courtes. Et le gros intérêt également de cette organisation que j'ai faite, c'est que les journées sont identiques pour les enfants. C'est exactement les mêmes. Puisqu'en fait, comme nous avons des matinées plus longues, les après-midi sont plus courtes, et quand je dis matinée plus longue, c'est soit 3h30, soit 3h45. On a donc des matinées qui vont faire 2h ou 2h10. Et 3 de ces matinées sont consacrées à l'enseignement, et une après-midi. 3 de ces après-midi sont consacrées à l'enseignement, et une après-midi est consacrée à ce parcours de découverte. Alors on l'a fait également dans un projet intercommunal, et l'intérêt d'une organisation comme celle-là, c'est qu'on a dit qu'on ne mettrait pas le parcours sur la même après-midi, qui permet du coup que, y compris dans les communes, puisqu'on en a dans cette intercommunalité de 13 communes, on en a qui n'ont pas de ressources, qui ne peuvent vraiment pas proposer quelque chose de grande qualité. On a dit qu'on mutualisait les ressources, que c'était toutes les ressources de l'intercommunalité. Et finalement, tous les enfants de toutes ces petites communes ont la même qualité de parcours de découverte qui leur est offerte. Et en fait, quel que soit le jour d'enseignement ou de parcours, les enfants sortent à la même heure. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin d'allonger la journée de certains enfants pour avoir une activité qui soit suffisamment longue pour être de qualité. Elle l'est. Et le gros intérêt également, c'est que les animateurs apprécient que cet après-midi-là, ils savent qu'ils peuvent sortir les enfants. Qu'ils ne sont pas obligés de rester sur place, ils peuvent aller faire quelque chose à l'extérieur, puisqu'ils ont tout de suite leur groupe d'enfants à la fin de la pause méridienne. Il n'y a pas un passage de la classe au groupe, qui est un changement, qui est une transition, qui nécessite qu'il y ait un temps de récréation, qui nécessite qu'on les mette en groupe, qui nécessite, etc. Qui fait donc perdre du temps par rapport à ça. Alors que là, dans cet après-midi comme celle-là, les enfants passent directement de la fin de la pause méridienne à leur parcours avec leur animateur. Voilà ce que je pouvais vous apporter ce matin, et je suis évidemment tout à vous pour toutes les questions que vous avez envie de me poser maintenant. J'espère qu'il y en a quand même.
Bonjour. Moi j'avais une question par rapport à ces rythmes circadiens, c'est un peu physiologique, mais personnellement j'apprécie beaucoup me réveiller avec un réveil lumineux le matin. C'est quand même de la lumière électrique, donc c'est pas bleuté. Donc est-ce que ça joue dans une meilleure qualité de réveil ou pas scientifiquement? Je ne sais pas, puisque c'est pas de la lumière bleue. Et puis mon autre question, c'était par rapport aux enfants. Donc sur ce réveil lumineux, je pense que ça pourrait peut-être les aider. Et d'autre part, les veilleuses la nuit. Est-ce que comment gérer ce problème du pipi la nuit, de baliser le passage avec la veilleuse, et à la fois quel retentissement sur le sommeil? Alors, par rapport à ce que vous me dites sur le réveil lumineux pour réveiller les enfants, ce que souvent je dis, c'est que si on apprend à bien connaître les besoins de ses enfants, il se réveillera tout seul. Il n'a normalement pas besoin de réveil, quel qu'il soit. Surtout chez les enfants jeunes, qui sont plutôt des lève-tôt de toute façon, ils vont se réveiller tout seuls. Chez vous, adultes, c'est un peu différent, mais c'est vrai, vous avez raison, qu'il vaut mieux un réveil qu'on appelle l'aube qui monte, qui est quand même moins stressant d'abord qu'un réveil assez strident, et qui permet de fait justement à cette horloge, ce qu'on appelle le noyau suprachiasmatique, de s'éveiller doucement puisqu'elle voit le flux qui commence à arriver. Donc c'est vrai que c'est moins stressant, je dirais, pour se réveiller. Alors par rapport à ce que vous me dites pour la nuit, pour les enfants, je sais bien qu'ils ont parfois besoin alors de deux choses l'une. Ou bien on leur fournit, et on peut le faire également avec des enfants dès la fin de maternelle, on leur fournit une petite lampe qu'ils pourront allumer eux-mêmes pour aller faire le pipi dont vous parlez. En tout cas, sachez que je ne milite pas du tout pour ces veilleuses qui sont des veilleuses qui parfois renvoient des flux bleutés au plafond. Parce qu'on veut faire comme le ciel qui est étoilé, etc. C'est pas du tout utile. Et que la seule petite veilleuse qui peut être admise, c'est celle qu'on met dans la prise qui est orangée, qui est plutôt d'un flux orangé. Alors elle peut être utile, effectivement, pour baliser le chemin. À la limite, moi je préfère qu'il allume lui-même sa petite lumière, qui peut être une petite lampe torche qu'il a à disposition. Ce que je voudrais dire à travers ça, c'est que la peur du noir, elle n'est pas génétiquement programmée. Et les enfants chez lesquels on est obligé de laisser une lumière sous prétexte qu'il a peur du noir, c'est qu'on l'a provoqué, la peur du noir. C'est qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui fait qu'il a déclenché une peur du noir. Et par exemple, je sais qu'il y a un déclenchement qui est assez systématique et facile à faire, c'est qu'à un moment donné, les enfants vont faire des cauchemars. Et il n'est pas rare que les parents, pour aller rassurer l'enfant par rapport à son cauchemar, ce qu'il doit faire d'ailleurs, il faut le faire, il arrive dans la chambre et il allume. Et il a provoqué la peur du noir. Puisqu'en fait, quand il fait noir, l'enfant cauchemar, il se réveille, il fait noir et il a peur. Et puis le parent arrive, il allume, il a plus peur. Et donc c'est la lumière, il accroche ça à la lumière. Pas tellement à l'arrivée de la maman, mais à la lumière. Quand il fait clair, j'ai plus peur. Et donc on a provoqué la peur du noir. Puis après, on se retrouve contraint à laisser je ne sais quoi comme lumière, celle du couloir avec la porte entrouverte, du coup il y a les bruits, enfin bon, il y a tout. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête. Quand on a un enfant qui fait un cauchemar, on y va le rassurer, mais sans allumer. Pour que justement, il voit qu'il n'y a pas de danger, et que même en étant dans le noir, il n'y a pas de danger. Mais si vraiment on en est à devoir laisser une petite veilleuse, il faut vraiment choisir celles qui sont plutôt orangées, et ce sont celles qu'on met souvent dans les prises de courant directement, qui donnent juste un petit halo orangé qui permet d'avoir cette non-obscurité totale, mais qui est moins dérangeante que tout ce qui est à base de bleu. Est-ce que les terreurs nocturnes sont liées à un bouleversement des rythmes biologiques ou pas? Et quelle clé? Alors, elle s'appelle terreur à cause de la terreur des parents. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que le cauchemar dont je viens de parler, il apparaît en sommeil paradoxal. La terreur nocturne, elle apparaît en sommeil très profond. C'est-à-dire que l'enfant est profondément endormi. Et comme les parents sont terrorifiés, ils se précipitent dans la chambre pour réveiller l'enfant, pour lui dire tout va bien, et lui se demande ce qui lui arrive. Parce que comme il dort profondément, il n'est pas du tout
en connaissance de ce qu'il est en train de faire quelque chose. Pas du tout, il ne le sait pas. Et si vous lui en parlez le lendemain matin, il ne saura pas de quoi vous lui parlez. Parce qu'il n'y en a aucune mémorisation. Donc quand elles apparaissent, ces terreurs nocturnes, ce n'est pas les rythmes qui ont été bousculés, c'est peut-être que quelque chose de particulier s'est passé dans la journée, mais pas suffisamment grave pour en faire un cauchemar. Ça apparaît en terreur nocturne, vous le laissez. Vous le laissez tranquille, vous le laissez dormir, de toute façon, il n'en aura aucun souvenir. C'est vraiment pendant le moment où le système musculaire est actif que la terreur nocturne se fait. C'est pour ça que vous pouvez le retrouver assis dans son lit en train de hurler. C'est ça qui terrorifie les parents. Il suffit de le laisser faire parce qu'il se recouchera à un moment donné quand il y aura le changement de... Quand apparaîtra le sommeil paradoxal, il s'affaissera dans son lit et continuera de dormir, mais il n'en a aucun souvenir. C'est aussi pendant cette période du sommeil que le somnambulisme peut apparaître. C'est pareil. Il faut que le musculaire soit actif. Et c'est la même chose. Ne réveillez pas un somnambule en train de se déplacer et en train d'aller chercher son yaourt dans le frigo. Parce que vous risquez de vous prendre une paire de claques. Parce qu'il se demande pourquoi vous le réveillez. Il ne comprend pas. La seule chose à faire pour les enfants, ça c'est vrai qu'on le voit en consultation de sommeil, c'est d'éviter les accidents. De mettre en place de quoi éviter qu'il tombe dans l'escalier ou qu'il lui arrive quelque chose qui serait accidentel. Parce que c'est toujours un accident qui fait venir les enfants qui ont une crise de somnambulisme. C'est pas le somnambulisme en soi. Il y a des familles comme ça où de manière presque héréditaire, on va retrouver un oncle somnambule, un enfant qui va faire plus de terreur nocturne, etc. C'est aussi le moment où on se met à parler en dormant. C'est ce qu'on appelle la somniloquie. C'est pendant cette période de la nuit. Il y a ceux qui grincent des dents en dormant également, c'est du bruxisme. Alors ceux qui parlent en dormant, c'est très gênant pour celui qui est à côté, puis on peut lui poser une question, il va vous répondre, mais il dort pourtant. Et celui qui grince des dents, c'est pas mieux non plus pour celui qui est à côté, parce que ça peut être un bruit bien strident. Mais c'est ce qu'on appelle des parasomnies qui apparaissent vraiment dans ces temps-là. Par contre, le cauchemar, lui, c'est un vrai rêve anxiogène, vraiment. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui lui fait peur et qu'il s'endort avec cette peur. On conseille vraiment d'être plus ritualisé encore avec les enfants et de pas hésiter à avoir un rituel d'apaisement quand les enfants vont se coucher, jusqu'à aller regarder en dessous du lit avec lui qu'il n'y a pas de méchant loup, bien que derrière le rideau, il n'y a pas de monstre, etc. Parce qu'à cette période-là de sa vie, il peut y croire. Étant donné que son imaginaire est vraiment en train de se développer, que souvent il est rentré à l'école, donc il y a eu plein de changements, c'est ça qui explique qu'il fait plus de cauchemars pendant cette période de sa vie. Mais en fait, ça va en principe passer, mais c'est vrai qu'il faut quand même l'apaiser au moment où ça se produit, parce que c'est vraiment anxiogène, ça lui fait vraiment peur. Et par contre, j'insiste auprès des parents d'adolescents pour dire que quand les adolescents se remettent à faire des cauchemars, on doit y être particulièrement attentif. Parce qu'un adolescent qui fait des cauchemars veut dire qu'il se passe pour lui quelque chose dans la journée qui est très pénible à vivre et qu'il n'arrive pas à exprimer consciemment. Et du coup, ça s'exprime dans le cauchemar. Alors, vous ne faites pas comme pour les jeunes enfants en allant dans la chambre pour le rassurer, mais le matin, au petit déjeuner, vous lui en parlez. Vous lui dites, j'ai entendu que tu as beaucoup bougé cette nuit, j'ai entendu que tu as crié, qu'est-ce qui s'est passé, tu as dû cauchemarder. Il faut absolument qu'à un moment donné, il vous parle de son cauchemar, parce qu'à partir du cauchemar, vous pourrez faire le lien avec ce qui risque de l'embêter pendant la journée. Et c'est vrai que j'en avais toujours parlé à des parents d'adolescents qui me posaient des questions sur le sommeil de l'adolescent, qui, je vous l'ai dit, n'est plus le même que quand il n'était pas qu'avant sa puberté. C'est pas le même. Mais je le dis d'autant plus que j'ai eu une expérience assez difficile lors d'une conférence que j'ai faite ces dernières années, par rapport à la réforme des rythmes, où un papa est venu me voir à la fin en me disant pourquoi je n'osais pas rencontrer un an plus tôt. Et ce papa m'explique qu'un an plus tôt, son adolescent s'est suicidé. Qu'après son suicide, ils ont découvert que ça faisait des semaines qu'il était harcelé là où il était, qu'il n'avait jamais osé en parler à qui que ce soit. Et ce papa m'a dit, mais malgré tout, dans les temps qui ont précédé son suicide, toutes les nuits il cauchemardait. Et lui l'entendait, mais il n'a pas osé intervenir. Voilà. Donc ça, moi je le dis aux parents, n'hésitez pas à intervenir, c'est le seul moyen qu'aura l'adolescent de s'exprimer sur finalement la chose qui l'ennuie le plus dans la journée. Alors juste pour en finir avec le sommeil des adolescents,
Sachez qu'au moment de la puberté se passe ce qu'on appelle un retard de phase physiologique. C'est-à-dire que toutes les horloges biologiques à l'adolescence, pendant la puberté, entre 11 et 20 ans, sont retardées d'à peu près 1 heure. C'est-à-dire qu'il va s'endormir 1 heure plus tard, il va se réveiller 1 heure plus tard, il va avoir faim 1 heure plus tard. Mais que je sache, il n'y a aucun établissement du secondaire qui tient compte de ça. Et qui continue de faire venir les adolescents à 8 heures le matin, avec parfois des transports qui les font partir très très tôt. Alors qu'aux États-Unis et en Angleterre, on commence à se préoccuper de ça en se disant ce serait bien qu'ils commencent un peu plus tard le matin. Je ne sais pas si un jour en France on aura enfin conscience de ça et qu'on acceptera de déplacer les choses, mais pour les adolescents c'est important. Et sachez également qu'au moment de l'adolescence se met en place une autre typologie que celle qui consiste à être petit, moyen ou gros dormeur. Cette autre typologie, elle s'appelle la matinalité vespéralité. Et c'est au moment de cette puberté, de cette adolescence, que cette typologie se met en place et qu'on va avoir à la fin des adultes qui seront petits, moyens ou gros dormeurs et qui seront soit matinaux, soit intermédiaires, soit vespéraux. Alors les matinaux, c'est les lève-tôt, les intermédiaires, c'est les intermédiaires, et les vespéraux, c'est les couche-tard. Et contrairement à ce que l'on croit, tous les adolescents ne sont pas des couche-tard. Absolument pas. C'est juste un fait social qui oblige les ados à faire comme tout le monde et à se coucher tard parce qu'on est ado, alors que certains d'entre eux, et en part non négligeable, sont des lève-tôt. Et comme j'ai travaillé dans des lycées, y compris des lycées professionnels, j'utilise avec eux des outils pour leur apprendre à connaître leur propre typologie. Et je peux vous affirmer que beaucoup ont été très surpris de constater qu'en fait c'est des vrais lève-tôt, typologiquement ce sont des vrais lève-tôt, mais qui s'obligent à se coucher tard pour faire comme tout le monde. Et ils m'ont dit, ah ben je comprends mieux pourquoi ça va jamais. Forcément, ils sont constamment en décalage. Donc ça aussi il faut le savoir parce qu'on a des idées là-dessus qui sont des idées un petit peu a prioristes. Et finalement, on ne fait pas attention à ça et on n'aide pas les ados non plus à mieux se connaître. Moi, c'est mon pardon, j'avais pas vu. Je parlais la personne. Non, vas-y. Alors moi, je suis par rapport à cette pause méridienne qui nous concerne, périscolaire. Un gros sujet, puisque nous, effectivement, on récupère les enfants à la sortie de la classe, qu'on les fait manger et qu'on les redonne après aux instituteurs et institutrices. Ce temps-là, chez nous, il est un peu fatigant. On a des enfants hyper excités, autant de repas absolument insupportables, et du coup, où le volume sonore ne cesse d'augmenter, et où vous dites qu'il faut effectivement les laisser sur les temps de pause. Et quand ils sortent de l'école, on s'aperçoit qu'impérativement, ce qu'ils veulent faire, c'est courir dans tous les sens. Je sais pas, ils en éprouvent peut-être le besoin, est-ce que c'est pas une nécessité, je sais pas. Comment on doit se positionner, nous, par rapport à cette pause méridienne, où réellement on les a, et on veut bien leur faire des temps calmes, puisqu'on les organise aussi. On essaie d'être pour eux à chaque moment, chaque animateur, en se disant, il y en a peut-être qui veulent faire des dessins, d'autres qui veulent courir, d'autres qui veulent faire du foot, d'autres voilà. On essaie de remédier au maximum à leurs besoins. Alors est-ce qu'on est dans le vrai, est-ce qu'on est dans le faux? Et ces temps de repas sont vraiment fatigants pour eux, comme pour nous. Et ils crient beaucoup, ils sont vraiment dans l'excitation, dans l'énervement. Comment on doit gérer cette pause méridienne? Alors oui, je suis d'accord avec vous, puisque le dernier restaurant où j'ai mangé, on a fait des relevés sonométriques, on était à 85 décibels. Ça veut dire que c'est particulièrement stressant. Alors je crois que c'est tout l'aménagement de ce temps-là qui doit être revu et corrigé. Alors déjà, effectivement, vous dites, ils rentrent dans la salle, ils sont déjà hyper énervés. C'est avant qu'il faut les calmer. C'est avant qu'il faut les calmer. Il faut absolument faire en sorte qu'ils ne rentrent pas énervés dans la salle de restauration. Donc on s'arrange pour que, avant même qu'ils soient rentrés, ils se soient détendus, ils se soient calmés, en leur disant que on va manger. Chez les plus petits, on leur dit justement ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont aimer, etc. On peut très bien raconter des histoires aux plus jeunes, on peut très bien, avec les plus grands, leur faire une espèce de quoi de neuf, en leur demandant de nous expliquer ce qui s'est bien passé le matin, ce qui s'est pas bien passé le matin. Mais ça, c'est vraiment important de les calmer. Leur demande, si vous voulez leur demander, elle est précise, parce que voilà, on va organiser un foot, on fait du foot, on fait des sports pro. Ils en éprouvent le besoin quand même. Alors, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Parce qu'ils demandent, parce qu'on leur a toujours proposé ça. Mais dès lors que vous enlevez le ballon, il arrivera un moment où ils ne le demanderont plus.
Et moi, j'ai interrogé des enfants là-dessus, et je leur dis, mais pourquoi tu cours comme ça partout, comme tu le fais? À finalement même bousculer parfois les autres, à démolir ceux qui ont construit quelque chose parce que tu cours dessus. Et beaucoup me répondent, parce que sinon je m'écroule. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, c'est le seul moyen pour eux de rester actifs. Mais du coup, c'est hyper coûteux pour eux. C'est hyper coûteux. Et c'est pour ça que j'expliquais qu'avant même de les laisser aller jouer comme ça, il faut d'abord